2 C1 pour les papas sauvages, mais au jardin du 19e. J'en profite d'être dans la serre pour vous donner un petit aperçu. Les fraises, les pommes de terre nouvelles, les oignons nouveaux, les orangers qui sont en fleurs là, à bloc. Ça sent, alors vous n'aurez pas l'odeur, mais ça sent magnifiquement bon. Et là tous les plants, tomates, melons, concombres, piments, pastèques, etc., etc., qui attendent d'être transplantés. Et voilà mon bureau de campagne. Alors je vous pose, ça fait making of en même temps, magnifique. Voilà, j'espère que ça va tenir comme ça. Donc mois de mai au jardin du 19e, et ben en fait on va continuer ce qu'on a entamé les 2 mois précédents niveau semis, mais sachant que cette fois-ci et ben on peut faire la plupart en pleine terre. Donc je vais pas revenir sur tous les semis qu'on a détaillés dans les 2 mois précédents. Je vais essayer de vous en redonner d'autres, certains qui ont un peu attiré mon attention parce qu'ils sont plus très courants aujourd'hui, et dont nos 3 livres toujours de référence, La Maison Rustique des Dames, le Versier Culture Potagère et La Maison Rustique du 19e, tome 5. Donc une culture dont ils parlent beaucoup, c'est le pourpier. Ils nous ont parlé aussi des cardons, des brocolis, des salsifis, des choux-fleurs, des choux de Milan et de Bruxelles. Donc tout ça en semis, des céleris raves et les céleris pleins. Alors c'est le grand moment, alors notamment Maison Rustique nous en parle beaucoup, de la carotte. La culture la plus importante de ce mois-ci est celle de la carotte. Il nous conseille la toupie de Hollande, qui est une excellente variété, qui apparemment est adaptée un peu à tout type de sol, et notamment au sol de Paris. Donc voilà, moi de la carotte, donc ça va être de la carotte de provision, c'est de la carotte que vous allez utiliser surtout l'hiver. Les radis, les haricots beurre, les potirons donc qu'on va semer en place. Moi je vais faire mes potirons comme vous avez vu mes semis là sur des plaquettes, ça m'évite de m'en faire dégommer trop. Les cornichons, les poireaux, les semis de melon sous cloche, les haricots et les pois, en sachant que les haricots, on précise dans les 3 livres même, que ce qui est bien c'est de faire un semis tous les 15 jours, pendant une fois par... alors voilà, à partir du 15 mai, on sème une fois par mois des haricots pendant toute la saison pour avoir des haricots verts jusqu'au gelée, aux premières gelées. Donc ils mangeaient quand même beaucoup de haricots verts, je pense, à cette époque-là. Les pois, donc c'est les petits pois, j'imagine aussi, tous les 15 jours. Les épinards, il conseille aussi de faire des semis de fraisiers. Alors, et en parlant des fraisiers, c'est dans Maison Rustique des Dames, il y a une anecdote qui est dont j'avais jamais entendu parler. Maison Rustique en parle aussi. Je vais vous le lire, j'avais jamais entendu parler de ça. Arroser les fraisiers des 4 saisons à l'approche des orages pour diminuer le mal que leur fait la pluie très chargée d'électricité. Sacrifier à la fin de mai les tiges florales des fraisiers remontants dont on désire obtenir une récolte abondante en automne. Donc cette histoire des pluies d'orage qui feraient du mal aux fraisiers, alors ils en parlent aussi dans Maison Rustique. Si quelqu'un sait de quoi il s'agit, ça m'intéresse. Donc voilà. En ce qui concerne les plants, et pareil, tous les types de choux sont à mettre en terre. Les laitues, les melons qu'on a semés auparavant sont à mettre sous couche chaude ou sous cloche. Et aussi une culture dont on a parlé dans les mois précédents et qui revient là, c'est l'igname de Chine, que j'ai toujours pas réussi vraiment à voir de quoi il s'agissait exactement. Et on met en terre aussi les poireaux qui ont été semés le 25 février. Je vais vous faire quand même la toujours belle photo de culture potagère de Versier. Donc mois de mai, c'est le mois de l'asperge, qui fait partie aussi quand même des piliers du maraîchage. À ces années-là, on voit que ils y passent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Je pense que c'est une culture sur laquelle les bénéfices étaient assez importants.
Donc dès que vous les aurez récoltés, triez les asperges et mettez les bottes de 2 kg environ. Servez-vous d'un moule pour obtenir des bottes régulières et d'un bel aspect. Je ne sais pas si vous allez voir, mais donc c'est des petites tiges en bois pour ficeler leurs bottes. Donc toujours d'une classe inimitable. Donc voilà, ça c'est les travaux du mois que je vous ai résumé tout à l'heure. Donc toujours dans Versier, la nature des travaux, le détail et l'époque de la récolte. Je trouve ça vraiment génial comme façon de présenter les choses. Donc si vous avez suivi au doigt et à l'œil tous les conseils des vidéos précédentes, vous allez ce mois-ci récolter et consommer dans votre jardin des artichauts, des asperges, des carottes, du cerfeuil, de la romaine ballon et de la laitue à bord rouge, les choux-fleurs très hâtifs, les choux hâtifs des tempes, les épinards de Viroflay, les fraises anglaises hâtées sous châssis, les oignons blancs, la laitue blonde d'été, les navets de Milon, des oignons blancs hâtifs, les poireaux de Rouen, les pois Sainte-Catherine, les pommes de terre Victor plantées sous châssis. Je suis pas trop loin parce que moi je dois récolter les miennes dans 3 jours normalement, mes pommes de terre nouvelles, les radilons écarlates. Et donc là on a le plan du mois pour la disposition des cultures, toujours ce système de carré qui est quand même très bien fait. Voilà, et on ne regarde pas le mois de juin parce qu'on n'y est pas encore. Sinon il y a des petites opérations, les travaux du mois à faire au jardin, donc quand même qu'on nous parle à chaque fois. Il y a œilletonner les artichauts, donc œilletonner les artichauts c'est en fait un artichaut fait des rejets tous les ans, donc on les sépare pour les mettre en terre plus loin. On nous parle bien que c'est aussi le moment de l'année où on augmente de façon assez importante les arrosages, les sarclages et les binages, parce que comme on dit, un sarclage vaut 3 arrosages, je crois que c'est ça. Et on nous précise aussi qu'il faut arroser abondamment les artichauts, qui sont des cultures qui ont besoin de beaucoup d'eau. Et dans Maison Rustique, on nous précise même que mieux vaut ne pas les arroser que les arroser pas assez. Alors, je ne sais pas trop quelle est l'explication, et si on doit leur faire confiance, mais je vous répète ce qu'ils ont dit. Donc Maison Rustique, je sais pas si ça se voit, mais je passe du temps à préparer ces vidéos parce que par exemple Maison Rustique, juste pour le mois de mai, c'est 1, 2, 3, il y a 6 pages. Il y a 6 pages, alors heureusement les autres livres sont beaucoup plus condensés, mais c'est là aussi où c'est bien, ça se complète, c'est que si je veux faire vite, je prends culture potagère, si je veux avoir des détails et des anecdotes intéressantes, et plus de techniques, je prends Maison Rustique parce qu'il est vraiment très complet. Pour le point technique cette semaine, alors je voulais en fait aborder plutôt un sujet, on va pas rentrer trop dans le cœur des choses parce que c'est très complet, mais je voulais juste vous en parler pour comprendre un peu le virage de ces années-là. C'est en fait le sujet de l'engrais et des amendements. Je voulais déjà mettre au clair pour ceux qui ne connaissent pas trop la différence. La différence entre amendement et engrais, donc je vais prendre la définition qui est dans le Versier. L'amendement, on appelle amendement toute matière susceptible d'être introduite dans une terre pour modifier la nature et en particulier les propriétés physiques. Donc le principe de base, c'est que par exemple un sol qui serait graveleux, qu'on veut transformer en terrain maraîcher, on y apporte un amendement humifère. Un sol qui serait très riche en humus, mais fatigué par une production trop intensive, on va y ajouter un amendement calcaire. Et enfin, lorsqu'un jardin ou un sol est un peu compact, c'est pour résultus, on va y rajouter un amendement silicieux. Silicieux, c'est du sable. Donc ça, c'est l'amendement. Ensuite, il y a les engrais. Donc, la définition de l'engrais, toujours dans le même livre. Les plantes ont besoin d'aliments pour vivre. Ces aliments sont l'azote, l'acide phosphorique, la potasse, la chaux, la magnésie. Tous indispensables, mais les plus importants parmi eux sont l'azote, l'acide phosphorique et la potasse.
Donc après on va détailler en fait tous les engrais utilisés. Donc vient en premier les fumiers. On précise que le fumier de ferme ou fumier de vache est onctueux et plus froid que le fumier de cheval. Aussi, le premier, toujours plus lourd, convient aux terres légères et le second aux terres fortes. Donc quand ils disent un fumier froid, c'est parce que le fumier de cheval chauffe en fait et ils l'utilisent, on en a vu les mois précédents, pour faire les couches chaudes. C'est assez marrant parce qu'il parle là du prix du fumier, donc juste pour info, il est vendu au mètre cube à raison de 28 francs le fumier de ferme, 25 francs le fumier de cheval. Et voilà, on dit que s'il y a des règlements à l'amiable, où on peut payer un cheval par jour, 25 à 30 centimes par cheval et par jour, et en récupérant leur crottin. Donc il y a des techniques pour conserver le fumier sous forme de tas, en l'arrosant, etc., pour pas en perdre les avantages. Le terreau, donc le terreau c'est le résidu du fumier complètement décomposé, c'est le fumier à l'état d'humus. Donc en fait il s'achète 2 fois plus cher que 50 à 60 francs le mètre cube que les fumiers. Ensuite le compost. Alors c'est pas étonnant, mais dans les 2 livres, quand il parle de compost, en fait il parle toujours d'une fermentation. C'est des tas très fermentés, donc un compost qui aujourd'hui, selon nos références actuelles, serait des composts plutôt mal faits. Alors ça, c'est là où je voulais en venir, qui est une anecdote que je trouve drôle. Donc dans les engrais, il parle des gadous et des boues des villes. On appelle ainsi les ordures ménagères, les boues, les déchets des marchés que ramassent le matin dans les villes les entrepreneurs spéciaux et les cultivateurs de banlieue. Ces immondices entassées fermentent lentement après avoir été remuées et changées de place 2 fois dans l'année. Elles fournissent une sorte de terre brunâtre et légère, très riche en matière fertilisante. Les gadous vertes fraîches valent 8 francs le mètre cube et les gadous noirs fermentés se vendent 20 à 30 francs. Les purins et les vidanges, donc là on parle du produit des latrines et celui des fosses à purins. Donc là ils disent qu'il faut quand même faire attention parce qu'il y a des risques d'intoxication. Et enfin, les eaux d'épandage. Donc là, c'est les eaux d'égout sont quelquefois utilisées à la sortie des villes pour fumer les champs d'une région. Seules les grandes villes peuvent consentir à faire des frais de l'énorme installation qu'exige la distribution de ces eaux aux multiples propriétaires. L'utilisation agricole et surtout horticole est basée sur l'épuration qui résulte de ces eaux qui filtrent en terre, abandonnant à celles-ci les matières dissoutes et maintenues en suspension. Donc comprenez là qu'à ces époques, les stations d'épuration, donc c'était le début du tout à l'égout, et en lieu et place des stations d'épuration, il y avait les jardins maraîchers. Donc là, il détaille donc les premiers essais que fit la ville de Paris en 1869 à Gennevilliers furent couronnés de succès. Toutes les plaines furent irriguées et dès 1886, on comptait plus de 616 hectares ainsi fumés. La culture maraîchère ne tarda pas à s'y développer à outrance, en même temps que les populations voisines retiraient et retirent encore de gros bénéfices de leurs splendides et abondantes récoltes. Un certain nombre de villes de province qui ont aménagé le tout à l'égout ont à leur tour répandu sur les champs les déchets qu'elles considéraient comme très encombrants. Les services d'hygiène, heureusement, tendent à s'opposer à cette pratique, ancienne et critiquable. Les engrais commerciaux peuvent avantageusement remplacer les eaux d'épandage. Et donc ensuite on parle, donc c'est quand même assez intéressant et assez marrant. Un avion passe, j'espère que ça va pas faire trop de bruit sur la vidéo. Et ensuite on y vient quand même aux engrais verts rapidement. Donc c'est maintenant on en parle beaucoup. Donc il parle beaucoup de trèfle incarnade, la vesse, le lupin, la fève. La févrole, pardon, et ah non, c'est pas le moment le chien. Et donc c'est voilà, ici il les incorpore au sol. Et enfin, on arrive aux engrais chimiques, et c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais d'un virage, parce que là on est au tout début de l'arrivée des engrais chimiques. Donc les engrais chimiques ou engrais minéraux sont ceux que prépare l'industrie, ils sont extraits du sol et préparés dans les usines spécialisées sous un petit volume. Ils renferment des proportions considérables de principes fertilisants. Ainsi, pour remplacer
1000 kg de fumier de ferme, il faut environ 50 kg d'engrais chimiques. Donc il y a l'avantage du volume, et là dans le détail ils nous mettent aussi, donc à ce point de vue, à ce premier point de vue déjà, vous pouvez avoir davantage à les employer, puisqu'avec eux vous paierez un prix de transport minimum, mais vous réaliserez aussi un sérieux bénéfice lorsque vous en ferez usage, par suite des économies de main d'œuvre que vous ferez en les épandant, puis en les enfouissant. Donc en fait, là en fait sur 3 pages, c'est la gloire aux engrais chimiques. Il y a même dans Maison Rustique des analyses de goût des légumes par rapport à l'engrais utilisé, et en fait ils sont assez dithyrambiques sur les engrais chimiques azotés. Donc voilà, c'était un peu le début de la fin de l'agriculture naturelle, et je dis pas que c'est pas bien, parce que ça a permis aussi d'augmenter la nourriture produite, mais voilà, en tout cas le virage se fait à ces années-là. Je vais finir là-dessus, juste pour ceux que ça intéresse. Dans Maison Rustique, il y a tous les détails. Par exemple là, donc il y a le paragraphe sur le fumier d'écurie, le paragraphe sur le fumier d'étable, le paragraphe sur le fumier de bergerie, la colombine, donc c'est le fumier des pigeons et des poules, le fumier de porc. Donc voilà, beaucoup plus de détails. Je sais pas si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo que là-dessus, mais je voulais pas faire trop long ce soir. Toujours pareil, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions, des remarques, des points que vous voulez qu'on approfondisse. Expliquez-nous ce que vous faites ou ce que vous faites pas, vous, dans votre potager, où vous en êtes. Bonne culture, travaillez bien, et on se revoit le mois prochain pour juin au potager du 19e. A plus.